Comment? Il faudrait d'abord avoir un vaccin disponible. Salut à toutes et à tous, Voilà, c'est déjà. Jean-Philippe Doré. Je vous donne rendez-vous. Désolé pour la fête, hein, mais j'arrive toujours. Non, mais c'est bien. Même s'il ferait très froid, je suis désolé, mais j'arrive. Il y a certains invités de Florence qui sont un peu comme ça vis-à-vis du virus, donc voilà. Non, mais c'est vrai, il C'est la faut meilleure des aller choses. régulièrement. C'est la meilleure des choses d'ailleurs. C'est un des trucs les plus importants. Oui, j'ai ressorti ce blouson-là parce qu'il fait un peu trop froid. Là. On est en dessous du zéro. Chez moi où j'habite en Seine-et-Marne, ce matin très tôt. Ça donne l'impression d'aller skier. Oui. Par les temps qui courent. Approchez-vous un peu plus du micro avec votre chaise. Oui, il faut être bien prêt. Voilà. Merci. Et les enfants, on les vaccinera donc du coup plutôt l'année prochaine? On va les noyer, je crois. On va les tuer. Parce que c'est une question Ouais, qui que les vieux, se on peut pose les aussi. laisser, À quand la vaccination pour les enfants aussi? Mais tout ça, ça peut être très compliqué. Complexe. Arrêtez de dire des bêtises. C'est pas moi qui Et si décide. on va tuer les vieux, c'est normal. Moi, j'ai pas dit ça, On moi. rapporte plus rien maintenant. C'est la réforme des retraites. On tue les vieux. Bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Florence Sueur au micro. Je rigole parce que mes invités disent plein de bêtises. Peut-être que vous les entendrez si vous êtes sur Facebook en live, puisque nous diffusons bien sûr toujours en FM avec IDFM Radio Anguin, mais aussi en vidéo live via Facebook. Et puis vous nous retrouvez sur YouTube. Bienvenue au bar de l'économie pour la dernière émission de la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler santé et biotechnologie et cellules souches, grâce à mes invités du jour que je remercie pour leur présence en studio. Mathieu de Calbert-Maten, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous et bonne année. Vous présidez Cell Protera, une société de biotechnologie médicale. Vous êtes pionnier dans la thérapie régénératrice cardiaque. Votre société a été créée en avril 2008 à Mulhouse, en Alsace. Vous êtes installé donc en France, mais aussi à Singapour, au Royaume-Uni, car vous développez un concept de thérapeutique unique et propriétaire de réparation tissulaire du myocarde après un infarctus sévère. Vous travaillez à base des propres cellules souches du patient et vous venez de lever plus de 7 millions d'euros. À nos côtés, Jean-Claude Durousseau, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Durousseau, vous êtes le patron des entretiens médicaux d'Anguin. C'est avec vous que nous réalisons nos chroniques santé hebdomadaires. Donc, on est ravis de vous avoir en ce début d'année à nos côtés. Alors, ensemble, on va parler vaccins et puis, bien sûr, des prochains entretiens médicaux d'Anguin. Mais tout d'abord, les infos du jour, comme d'habitude. On va commencer, car on est vendredi, par la chronique de détente. Si elle est montée en machine, dans quelques secondes, on va parler de réinspiration anti-stress, mais tout d'abord, une innovation, c'est GenOway qui a annoncé l'obtention en décembre 2020 d'une subvention de 2,3 millions d'euros de l'Union européenne et de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour développer son catalogue de modèles humanisés. On appelle ça en anglais les Immune Checkpoints. D'ici l'année 2020. Créée il y a 12 ans à Lyon, cette société GenOway fournit aux grands laboratoires publics et aux Big Pharma mondiales des souris transgéniques pour mener à bien leurs recherches et devenir l'un des principaux leaders mondiaux des souris transgéniques. Il n'y a que 3 entreprises dans le monde qui pratiquent ce genre de modèles souris transgéniques. L'entreprise lyonnaise a trouvé une formule permettant de modifier le patrimoine génétique des rongeurs pour le rapprocher de celui de l'homme en offrant la possibilité aux laboratoires de tester leurs futurs médicaments. Il faut savoir que les labos utilisent dans le monde plus d'une dizaine de millions de rongeurs par an. Mathieu de Calbert-Maten, ça vous inspire ? Oui, c'est tout à fait dans l'actualité d'essayer de trouver de nouveaux modèles, animaux, si possible encore mieux, des modèles qui n'utilisent pas des animaux mais des organoïdes par exemple, en utilisant des cellules souches. Des cellules souches qu'on appelle IPS, c'est-à-dire c'est des cellules qu'on prend dans la peau ou dans n'importe quelle partie du corps, qu'on reprogramme pour qu'elles deviennent des cellules pluripotentes du même niveau qu'un embryon. Et avec ça, on peut créer n'importe quelle sorte de tissu. Ça donne donc lieu ensuite à des organes en 3 dimensions sur lesquels on peut tester toutes sortes de médicaments chimiques ou non chimiques. Et
Combien de temps faut-il pour développer donc ces fameuses cellules de type peau, vous disiez? Alors c'est des procédures, il y a plusieurs plateformes technologiques IPS qui existent en France, dans le monde. Là, je pense que je ne peux pas vous dire exactement quel laps de temps ça prend, c'est quelques semaines pour commencer à créer un tissu qui serait ensuite utilisé en laboratoire pour tester de nouvelles molécules. Donc, enfin, quelques semaines, c'est finalement ultra rapide. Oui, c'est rapide. Et il faut vraiment valider la méthode. Ça, c'est encore pas tout à fait d'actualité. Tout le monde n'a pas encore réussi à le faire. Donc, c'est une autre option. On parlait tout à l'heure de tester des nouvelles molécules sans avoir à passer tout de suite chez l'homme, puisque les coûts, les essais cliniques chez l'homme sont très élevés. Évidemment, on évite de mettre à risque un patient sans avoir déjà testé tout ce qu'il faut au niveau de sécurité. Merci beaucoup pour votre commentaire, Mathieu de Calbert-Maten. Je rappelle que vous êtes le président de Cell Protera. Jean-Claude Durousseau, qu'est-ce que ça vous inspire, ce Jusqu'à présent, Genoway? le leader de la souris, c'était Disney. Mais elle n'était pas transgénique. Voilà. Et non, mais vous avez raison d'insister sur le fait, sur les organoïdes, c'est un développement très très important. Alors, c'est vrai que le modèle animal, c'est le modèle classique, hein, on va dire, jusqu'à présent. Il en faut des animaux, bien évidemment. Mais l'avenir, je pense que ce sera une combinaison, une convergence de technologies entre, effectivement, le modèle animal, les organoïdes, toutes les simulations qui vont arriver avec l'intelligence artificielle aussi, qui va nous amener beaucoup de choses. Donc l'avenir, il sera plutôt, je pense, une combinaison des cellules souches, des cellules induites qui vont nous permettre de créer ces organoïdes, et puis de modélisation à base d'intelligence artificielle, de deep learning. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Le big data qui permet finalement qui permet de faire finalement des analyses épidémiologiques des pathologies et qui déjà permettent de déterminer quel type de molécule va fonctionner le mieux pour un type de pathologie, pour un type de profil patient. Et il y a effectivement tant d'essais cliniques qui ont été faits jusqu'à présent avec des milliers et des milliers de données récoltées sur des milliers de patients dans le monde par des grosses industries pharmaceutiques, mais aussi par des groupes hospitaliers. En France, d'ailleurs, il y a toute une base de données qui a été mise en place là-dessus. Et l'idée de l'intelligence artificielle, c'est d'exploiter ces données pour éviter justement de nouveau des essais cliniques lourds et coûteux, et déjà déterminer à travers simplement des simulations quelle molécule fonctionne le mieux en termes de sécurité et d'efficacité. En tout cas, on peut être fier que Genoway ait trouvé 2,3 millions d'euros parce que c'est une entreprise française. Je vous rappelle que le vaccin à base d'ARN messager donc pour la Covid a été inventé par un Français qui est parti chez Moderna, donc les Américains, parce qu'il n'avait pas eu la confiance des investisseurs et donc il n'avait pas réussi à trouver ce qu'il fallait pour développer ces nouvelles formules vaccinales. Autre info du jour, c'est le 30 décembre, les actionnaires de Tiffany ont approuvé leur rachat par LVMH pour un montant de 15,8 milliards de dollars. Une opération record dans l'industrie du luxe. Le nouveau patron du joaillier Tiffany sera Anthony Ledru, jusque-là directeur général adjoint chargé des activités commerciales mondiales de Louis Vuitton. Alexandre Arnault, le fils du PDG de LVMH, donc Bernard Arnault, qui œuvrait jusqu'à présent chez le maletier Rimowa, devient le directeur exécutif produits et communication de Tiffany. Voilà les annonces qui avaient été faites, en tout cas en novembre. On avait annoncé les fiançailles de Tiffany et de LVMH. Je rappelle que LVMH, c'est le numéro 1 mondial du luxe avec quelques 70 maisons, dont Louis Vuitton, Dior, Céline, Bulgari, Hennessy, Dom Pérignon. Et leurs fiançailles entre Tiffany et LVMH avaient été rompues en septembre 2019 dans le contexte de la crise Covid. Ils se sont donc accordés sur un prix de 131,50 $ par action contre 135, ce qui était voulu au départ. Autre information du jour, c'est Zeta, c'est un nouveau lobby de l'industrie automobile électrique
En tout cas, il apparaît aux USA. 28 entreprises s'associent pour lancer la Zero Emission Transportation Association. Leur objectif, faire en sorte que tous les véhicules vendus aux États-Unis soient électriques dans les 10 prochaines années en créant l'environnement économique, social et politique idéal. C'est le pari que font les géants du marché comme Tesla, Uber, Rivian, Siemens, Ioneer et 23 autres entreprises. Une première mondiale donc qui vise à accélérer le développement et la vente des véhicules sans émissions. Le groupe se donne pour mission de faire pression pour que les consommateurs soient incités à acheter un véhicule électrique et il souhaite des normes strictes qui seront appuyées par les lobbyistes, l'amélioration des infrastructures, des stations de recharge construites partout, le soutien des gouvernements pour la recherche et le développement. Aux États-Unis comme en France, les consommateurs disposent déjà d'un coup de pouce gouvernemental aux alentours de 7 000 €. Mais aux États-Unis, Donald Trump avait pris des mesures pour supprimer ce crédit d'impôt. Le futur président Joe Biden prévoit de créer 1 million de nouveaux emplois dans l'industrie automobile américaine et de faire basculer tous les moyens de transport public du pays en électrique d'ici à 2035. Mais notons que les constructeurs historiques de l'automobile sont absents de ce nouveau lobby pour le moment, car ils ont fait le choix d'un autre lobby, c'est l'Alliance pour l'innovation automobile. Jean-Claude Durousseau, vous allez souvent aux États-Unis jusqu'à présent, notamment pour la santé. Alors, je vais souvent aux États-Unis, mais je vais encore plus souvent à Enghien. Et à Enghien, je vous rappelle qu'on avait créé un congrès qui s'appelait Les Respirations. Et on l'a fait il y a déjà plus de 15 ans, ce congrès. Donc on était bien en avance. Et Les Respirations, c'était le premier congrès français sur les pathologies liées à la qualité de l'air. Et quand on parle aujourd'hui de véhicules propres, de zéro émission, bien évidemment, on parle du climat, mais on parle aussi de la santé, avec les particules fines, enfin, toutes ces choses qui sont nuisibles à la santé. Donc, avant les États-Unis, je voulais rappeler quand même qu'à Enghien, on a été précurseur sur le coup parce qu'on a alerté, on a fait ce congrès pendant 8 ans, on a reçu les plus grands pneumologues, les spécialistes des allergies, voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça pose comme question, ces différentes alliances? On voit que ces alliances, c'est aussi des lobbies pour entraîner l'industrie dans une direction ou une autre. On voit aussi que finalement, la technologie, elle va très très vite et qu'on n'est pas encore à maturité de la voiture électrique, qu'on parle déjà de l'hydrogène, et donc on peut se demander finalement comment on va mettre en place tous ces systèmes et comment on va mettre en place les circuits de distribution de ces systèmes. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui de mettre en place tout un réseau de bornes que finalement on aurait dû mettre en place avant, hein? Est-ce qu'on ne se dirige pas directement vers l'hydrogène et ça pose toujours la question de la direction finalement que les gouvernements doivent donner aux industriels. Parce que les industriels, ils savent tout faire. Ils savent faire des voitures et des camions à gaz en utilisant la ressource, le biométhane et toutes ces choses-là, qui est une ressource renouvelable finalement, puisqu'on fait des déchets tous les jours. Donc tous les jours, il y a des déchets qu'il faut valoriser. Donc les industriels automobiles, ils savent faire ça. Ils savent faire des voitures diesel, ils savent faire des voitures à essence, ils savent faire des voitures hybrides, ils savent faire des voitures électriques, ils savent faire des voitures hydrogène qui roulent aujourd'hui. Je pense que ce que l'industriel demande aujourd'hui au gouvernement, c'est dans quelle direction vous voulez aller, quelles infrastructures on va mettre en place de manière à ce que ces voitures que vous allez, ou ces camions que vous allez nous demander de produire, elles rencontrent un circuit de distribution et donc elles rencontrent un marché. Hein. Et donc là, il y a vraiment une articulation entre les pouvoirs publics qui doivent donner une direction, et pas simplement une direction nationale. Hein. Là, c'est vraiment au niveau des plaques que ça joue, plaques européennes, plaques américaines, plaques asiatiques, et on doit donner des directions claires, je pense. Voilà ce que ça m'inspire. Merci beaucoup Jean-Claude Durousseau. Je rappelle que vous êtes le patron des entretiens médicaux d'Enghien et que vous produisez l'émission Capital Santé. Autre information du jour, c'est une 50aine de figures de l'opposition arrêtées à Hong Kong. C'est le plus gros coup de filet depuis l'instauration de la loi sur la sécurité nationale imposée à la ville fin juin 2020 en réponse
aux manifestations pro-démocratie massive depuis 2019. 1000 membres des forces de l'ordre ont participé à l'opération. D'après la presse locale, les locaux d'un institut de sondage, d'un cabinet d'avocats et de plusieurs organes de presse ont été fouillés. L'opération a visé d'anciens parlementaires pro-démocratie ainsi que des militants plus jeunes. 2 ont confirmé leur propre arrestation via Facebook. L'avocat américain John Clancy a également été interpellé. Il travaille dans un cabinet engagé dans la défense des droits humains. Des personnalités de l'opposition ont déclaré que les arrestations étaient liées à des primaires organisées par des partis pro-démocratie. Plus de 600 000 Hongkongais s'étaient déplacés pour voter lors de ce scrutin non officiel qui visait à choisir des candidats aux élections législatives de Hong Kong. Des représentants du pouvoir communiste de Pékin avaient averti que faire campagne pour gagner une majorité constituait une subversion en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale et que c'était passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité et la caution n'est généralement pas accordée aux personnes inculpées. Donc une véritable dictature. Jean-Claude Durousseau. Encore moi, les Chinois ne sont pas démocrates, c'est une surprise. Non, je sais pas, je croyais qu'ils étaient démocrates, les Chinois. Ça fait... Non, mais ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que la démocratie, elle n'est pas majoritaire dans le monde, hein, loin de là. Les pays démocratiques sont minoritaires. Et la démocratie, c'est quelque chose de compliqué. On le voit en ce moment aux États-Unis, où la démocratie, elle est malmenée, elle résiste bien, mais malgré tout, elle est malmenée, et on voit qu'elle est fragile, que c'est un bien qu'il faut chérir tous les jours. Notre invité aujourd'hui est suisse, on peut lui donner la parole, parce que... On va lui donner la parole. La démocratie en Suisse, elle est réellement très participative, représentative. Il y a des référendums tout citoyens, hein, comment on appelle ça, les votations. Les votations, les initiatives populaires, toutes sortes de systèmes très démocratiques qui donnent la parole au peuple. Mais effectivement, ça a aussi ses limites. C'est ce qu'on dit dans Mathieu le cadre de Calbert-Maten. Voilà, dans le cadre des pandémies où il faut avoir des décisions assez fortes au niveau national, ou même, je dirais même au niveau européen, d'avoir un morcelage des décisions qui sont faites, comme justement en Suisse, que je peux témoigner, puisque dans le cadre de la gestion de la crise de la pandémie, finalement, le gouvernement suisse a préféré donner la parole aux cantons, donc à ces petits États. Il y en a 26 et chacun avait le choix de décider s'il allait ouvrir ou fermer, quelles seraient les restrictions sanitaires qu'ils imposeraient. Ce qui fait que vous avez finalement vu pendant toute la période de la première vague et aussi pendant la deuxième vague des mouvements de foule de gens qui se déplaçaient d'un canton où tous les restaurants étaient fermés dans le canton suivant qui est à 20 km où tous les restaurants étaient ouverts, où ils mettaient des masques dans un canton où il fallait mettre des masques dans les supermarchés et ils les enlevaient à 5 km plus tard dans un autre canton où justement les prescriptions étaient différentes. Donc ça a ses limites, c'est très très positif dans plein de sujets où on peut donner son avis. Mais là, dans le cas de la pandémie, il faut une action commune. Et bon, il faut donner raison peut-être à ces gouvernements très peu démocratiques qui arrivent à gérer de façon éclairée peut-être de temps en temps ce genre de situation de crise. Si on parle en termes médicaux, en fait, souvent en santé, on parle de bénéfice-risque. Le bénéfice des régimes non démocratiques, quand ils sont bien gérés, parce qu'il y en a plein qui sont absolument pas bien gérés, et quand ils sont bien gérés, le bénéfice, c'est l'efficacité. Et puis, nous, ce qu'on a, c'est la liberté. Alors, moi, vous l'aurez compris, je suis plutôt démocrate et je préfère la liberté à l'efficacité. Mais on l'a bien vu cette année, le seul pays qui va faire de la croissance, c'est la Chine. Voilà. Donc c'est QFD au niveau de l'efficacité. Maintenant, moi, la Chine, ça ne me fait pas rêver. Bon, en conclusion, à choisir entre efficacité et donc laxisme, ou défaillance, on vaut mieux être en France. Merci pour vos 2 commentaires.
Dernière info du jour, eh bien, c'est bien sûr la conférence du Premier ministre hier soir, le point sur la stratégie de vaccination. Alors on est quand même à 15 000 cas par jour. La situation n'est bien sûr pas revenue à la normale, d'où une pression forte pour les hôpitaux. 2500 nouvelles hospitalisations par jour, 200 personnes en réanimation et 25 000 personnes hospitalisées. Alors, effectivement, c'est pas la joie chez nous, mais comme a dit le Premier ministre, il y a pire, hein, c'est la flambée de cas au Royaume-Uni, peut-être due d'ailleurs à la nouvelle souche du virus trouvée, comme celle d'Afrique du Sud qui annonce 3 patients atteints et 19 cas chez nous, en tout cas en France. Les frontières donc sont fermées depuis le 20 décembre et le resteront avec le Royaume-Uni jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé donc notre Premier ministre Jean Castex. Il a également indiqué que les mesures actuelles en vigueur seraient maintenues jusqu'au moins fin janvier, puisqu'un nouveau point sera fait le 20 janvier, mais que les restaurants, musées, cinémas, salles de sport resteront fermés au moins jusqu'à mi-février. Le maintien du couvre-feu, bien sûr, qui pourra même être avancé dans une dizaine de nouveaux départements. Et ce sera annoncé jeudi, donc il faut attendre la semaine prochaine. Et à partir du 10 janvier, il suffira de s'inscrire sur le site de la Caisse primaire d'assurance maladie pour avoir un arrêt de travail avec une visite éventuelle à domicile si besoin, si nous sommes atteints de Covid. La campagne vaccinale donc a démarré beaucoup plus lentement que dans d'autres pays, a-t-il dit, mais tous ceux qui le souhaitent pourront se faire vacciner en commençant par les plus de 75 ans qui pourront être vaccinés à partir du 18 janvier. Il a annoncé également que 200 millions de vaccins seront livrés tout au long de l'année 2021 et une période de 6 semaines a été accordée au lieu de 3 entre les deux injections du vaccin. Ça permet donc de commencer à vacciner beaucoup plus de monde. La France continue donc de vivre un moment difficile, mais il espère que l'année 2021 sera l'année de l'espérance grâce à l'arrivée du vaccin. Et il a estimé, Jean Castex, que 1 million de Français pourraient être vaccinés d'ici fin janvier. Ça paraît difficile malgré tout. Et il a plaidé pour une simplification des démarches. La priorité reste de vacciner en priorité les 15 millions de personnes âgées souffrant de pathologies connexes. Alors, pour finir ces infos du jour concernant la Covid, je vous annonce que 2 ouvertures de centres de vaccination Covid vont ouvrir en Val d'Oise, l'un à Taverny demain et l'autre à Enghien-les-Bains mardi. Bien sûr, les 2 maires, Florence Portelli pour Taverny et Philippe Sueur pour Enghien-les-Bains, se félicitent de ces ouvertures hors hôpitaux, organisées bien sûr en lien avec l'ARS, l'agence régionale de santé et la préfecture du Val d'Oise. Pour Taverny, donc, je répète, ce centre sera opérationnel dès samedi et pour Enghien dès mardi prochain. Dans un premier temps, seuls les professionnels de santé du département pourront venir se faire vacciner, donc ce n'est pas la peine d'y aller. La prise de rendez-vous, en tout cas pour Taverny, se fera uniquement via la plateforme Doctolib. Ensuite, ce sera selon les évolutions des directives du gouvernement qui pilote, je vous rappelle, le calendrier de vaccination. Et donc, ce sont les personnes âgées qui restent les premières concernées. À noter que Sanofi a fait une petite annonce. Le laboratoire songe à aider d'autres groupes pharmaceutiques à produire des vaccins anti-Covid. Alors là, Jean-Claude Durousseau, bien sûr, je vous passe la parole sur les vaccins. Bon, sur les vaccins, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va peut-être parler de la campagne vaccinale, de la stratégie vaccinale après, mais en premier, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une crise de confiance des gens vis-à-vis du vaccin. On le sait, en France, il y avait déjà cette crise de confiance, mais je pense que cette crise de confiance, elle a été amplifiée par le fait qu'au début de la crise, on a vu sur les plateaux de télé des scientifiques, des épidémiologistes, des infectiologues se succéder et qui nous expliquaient qu'il fallait entre 10 et 15 ans pour développer un vaccin. Et voilà, 10 mois après, on arrive, on dit aux gens, il y a un vaccin, c'est super. Donc il ne faut pas s'étonner qu'une population qui était déjà sceptique se dise, on a bâclé le truc, on n'a pas confiance. Hein, il ne faut pas s'étonner. On leur a expliqué qu'il fallait 10 ou 15 ans et on leur dit, en 10 mois, c'est prêt. Alors je crois que c'est important de revenir sur les différentes raisons qui expliquent pourquoi
on a pu faire un vaccin qui, selon moi, est extrêmement fiable. Moi, demain, si je peux me faire vacciner, je me fais vacciner sans aucun problème. Mais pourquoi on a pu le faire en 10 mois? Alors, je pense que dans un premier temps, et vous allez voir, je vais vous lister une dizaine de raisons, moi, quand même. Je ne sais pas une ou deux, mais une dizaine de raisons. Je pense que dans un premier temps, on a bénéficié de toutes les recherches antérieures qui avaient été faites sur les différents virus de la famille SARS. Hein. Il faut se rappeler que les SARS, on en voit périodiquement, on a eu des épidémies, donc ce n'est pas nouveau. Et on a fait des recherches depuis plusieurs années sur ces différents virus. Donc premier point, on a bénéficié de ces différentes recherches, donc on bénéficie de 10-15 ans de recherche antérieure. Deuxième point, il y a eu une convergence des technologies qui fait qu'aujourd'hui, on sait faire beaucoup de choses en génie génétique, on sait faire beaucoup de choses avec les nanomatériaux, on sait faire... Et donc cette convergence des technologies, le big data, on en parlait aussi tout à l'heure, nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et notamment, par exemple, on a eu un séquençage du génome du virus en quelques semaines. Hein, on n'a pas attendu des années pour l'avoir. On a eu le séquençage en quelques semaines. Ensuite, cette convergence des technologies nous a permis d'aller plus vite et de mettre beaucoup plus de sociétés sur le coup. Aujourd'hui, il y a 140 vaccins candidats. Hein. On parle toujours de Pfizer et de Moderna, parce que c'est les deux qui ont eu leur autorisation de mise sur le marché. Qui ont leurs produits prêts, surtout. Voilà. Mais il y a 140 vaccins candidats. Donc on voit cette convergence de recherche, de société. Après, il n'y a jamais eu autant d'argent investi sur un vaccin. Et il n'y a jamais eu autant d'investissements des États aussi qui ont fait pression pour que ça aille vite. Et on critique beaucoup Donald Trump, mais avec son opération Warp Speed, il a été l'initiateur du coup de boost. Mis véritablement oui, il faut rappeler qu'il a débloqué des millions pour financer les deux laboratoires, BioNTech et Moderna. Autre raison aussi, c'est que quand on passe en essai de phase 2, il faut des cobayes. Hein. Il faut appeler les choses par leur nom. Il faut des gens qui disent bon, moi je me porte volontaire pour tester le vaccin. Là, le recrutement de cobayes s'est fait en un rien de temps. On a recruté 60 000 personnes pour les essais en un rien de temps et dans différents pays. Donc là, c'est pareil, ça a été très très vite. Ensuite, il y a eu un travail simultané des labos et des agences de régulation. C'est-à-dire que les labos n'ont pas remis, une fois que le travail était fait, leur travail aux agences de régulation qui ensuite se sont mis à regarder le truc. Non, tout le monde a travaillé simultanément pour que ça aille plus vite. Et puis, dernière chose, il y a eu le pari des industriels qui ont commencé à produire, à lancer la production en septembre, avant d'avoir leur autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment très sûrs d'eux, mais qu'en plus, ils ont pris le pari. Donc, vous voyez, je viens de vous citer une dizaine de raisons qui expliquent pourquoi on a pu faire en 10 mois ce qui prend d'habitude une dizaine d'années. Alors maintenant, ce qu'on espère tous, c'est qu'on a pu le faire sur la Covid, et bien essayons de le faire sur plein d'autres choses. Ça, ce serait quand même pas mal. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que l'ARN messager, c'est une révolution au niveau des vaccins et que ça va donc sans doute soigner plein d'autres maladies, ou on va pouvoir trouver plein d'autres vaccins pour plein d'autres maladies dans le futur. Oui, c'est une révolution, mais c'est pas nouveau non plus. Il y a eu, si je ne me trompe pas, il y a un vaccin Ebola à l'ARN messager, je crois. Sauf que Ebola, c'est une maladie, pour le coup, beaucoup plus virulente, beaucoup plus dangereuse, mais plus exotique pour nous. Et là, Covid a donné un retentissement mondial. S'il y avait pas eu Covid, personne ne saurait aujourd'hui ce que c'est que l'ARN messager. Mais ça existe et ça va s'appliquer à beaucoup de choses, et y compris, il y a des recherches sur le cancer avec l'ARN messager. Donc ça va être, oui, plus qu'une évolution, c'est une révolution. Et j'ajouterais que l'ARN messager permet aussi de rectifier le tir. On parle des variants en ce moment. Un virus, ça voilà, j'allais vous poser la question. Ça fait partie de la vie, hein. On mute, tout mute en permanence. Et les virus mutent.
Et le fait d'avoir recours à cette technique d'ARN messager va permettre de rectifier le tir et de reproduire en quelques semaines des nouveaux vaccins si les mutations sont trop importantes et si elles ne réagissent plus au vaccin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que le vaccin actuel permet de réagir à cette nouvelle mutation. Oui. Donc on n'a pas besoin... C'est ce que les scientifiques disent. C'est que les scientifiques, bien sûr. Moi, je répète. Merci Jean-Claude Durousseau. On Durousseau. beaucoup et ils disent tous la même chose. Oui, parce qu'il y a quand même eu une sacrée cacophonie. Voilà pourquoi aussi les Français n'avaient pas tellement confiance entre les scientifiques et les membres du gouvernement qui disaient tout et son contraire. On était quand même un petit peu perdus. Il y a quelques mois. Là, on arrive à éclairer. D'ailleurs, l'information instantanée aussi, c'est-à-dire qu'on veut la recherche, c'est fait de, on tâtonne, c'est ça la recherche, on tâtonne. Vous le savez, hein, dans la vie de tous les jours d'une société qui fait de la recherche, on tâtonne. Donc on explore une piste, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on en explore une autre, mais c'est fait de ça, d'avancée, de recul. Or là. Tous les jours, c'est comme si monsieur, madame, tout le monde rentrait 3 fois par jour dans le labo en disant aux gars, bon, qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui? Évidemment, on a dit des choses et puis on a dit leur contraire après. Peut-être qu'on aurait dû être beaucoup plus prudent sur ce qu'on disait. Peut-être. En tout cas, ce qu'on dit maintenant et ce qu'on ne disait pas avant, c'est que on commence à savoir vraiment que la Covid est arrivée à l'été 2019 et les premiers malades, en tout cas en France, ont été découverts fin octobre, début novembre. Ce qu'on dit aussi actuellement avec cette seconde souche, puisqu'on trouve des gens qui n'ont pas voyagé, c'est qu'elle a probablement été véhiculée durant l'été, donc durant cet été, et c'est pourquoi on commence à voir les premiers cas. En tout cas, on est très rassurés, Jean-Claude Durousseau, merci beaucoup pour cette bonne nouvelle que de nous dire que le vaccin mis sur le marché est capable de vaincre ces deux variantes de Covid, et je crois que ça, c'est quand même très rassurant. Alors maintenant, il faut qu'on vaccine, par contre. Voilà, maintenant il faut qu'on vaccine. On attend encore l'installation. On est un peu lent en France, mais après, ça ira beaucoup plus vite. On est un peu lent parce qu'on n'a pas suffisamment de doses, ça c'est clair. À ce qui paraît, on n'a pas assez de seringues non plus, mais une fois que tous les centres seront ouverts, c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger alors que début décembre, le gouvernement avait dit on met en place des centres, rien n'a été fait en décembre. Finalement, la France s'arrête pendant les fêtes de Noël, c'est ça qu'on peut dire, Jean-Claude Durousseau? Quand on regarde les chiffres, je veux dire, il n'y a pas d'explication, c'est impardonnable. Il y a encore quelques jours, on était à 536 personnes vaccinées contre quasiment 1 million en Angleterre. Quelle est la différence entre l'Angleterre et la France? Ils sont même plus touchés en ce moment par le virus que nous. Et pourquoi on vaccine 1 million en Angleterre? Pourquoi 536 en France? Pourquoi 5 millions aux États-Unis, qui a commencé 3 semaines avant nous? Non, je crois que... Bon, allez, on va dire, il n'y a pas d'explication. C'est scandaleux ce qui s'est passé au début. Alors maintenant, allez, on ne va pas rester là-dessus. Il faut rectifier le tir au plus tôt pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, tous les jours, il y a des gens qui meurent quand même. On nous a dit au début de l'épidémie, on est en guerre. Ah oui, si on est en guerre, il faut vraiment se bouger parce que tous les jours, il y a des gens qui meurent. Qui meurent physiquement, mais qui meurent économiquement aussi. Et on sait très bien que la vaccination de masse, c'est la clé quand même pour reprendre une vie normale. Donc, une vie économique. Une vie économique normale, une vie culturelle normale, une vie sociale normale. Et donc c'est vraiment urgent maintenant de se bouger. C'est très important de le dire, Jean-Claude Durousseau, parce que je rappelle que pour l'instant, il y a 10% du PIB de la France qui est à l'arrêt complet. Si on prend le tourisme, la culture et l'événementiel, ça fait 10% du PIB. Alors moi, je pense que le discours d'Emmanuel Macron au début, c'était de dire on est en guerre. Vous vous souvenez, il l'a répété. Bon. Quand on est en guerre, je crois qu'il faut utiliser tous les moyens. Je pense qu'on est, c'est un avis tout à fait personnel que je vous donne là, mais je pense qu'au lieu de se dire en H1N1, on a fait des vaccinodromes, ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui, on va faire autre chose, on va être à l'hôpital. Et puis on va essayer de ne pas froisser les médecins généralistes. Enfin, on réfléchit trop. Je crois il y a 50 000 médecins généralistes en France. Si chacun vaccinait 2 personnes par jour, ce qui est quand même à la portée de tout le monde, ça ferait 100 000 vaccins tous les jours. Bon, c'est un peu caricatural ce que je veux vous dire, mais enfin c'est pour donner des chiffres. Mais il y a les généralistes, il y a aussi les pharmaciens.
ce matin sur les antennes, Gilles Bonnefond, qui est président des pharmaciens, rappelait qu'il n'y a pas de désert pharmaceutique. Il y a des déserts médicaux en France, il n'y a pas de désert pharmaceutique, il y a des pharmacies partout. Il rappelait aussi que les pharmaciens font déjà le vaccin contre la grippe, donc ils savent faire des vaccins, ils ont des frigos. On dit aux gens, il ne faut pas se réunir dans des endroits. Dans une pharmacie, il y a 2-3 personnes, dans les petits villages en même temps, il n'y a jamais 50-100 personnes. Donc on pourrait utiliser les pharmaciens, on peut utiliser les infirmières, on peut utiliser aussi les hôpitaux, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'on est centré sur l'administration et hospitalo-centré en France, et que tout ça nous ralentit alors qu'il faudrait utiliser tous les moyens et que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Par contre, est-ce qu'on aurait assez de vaccins très, très rapidement? Ça, je ne sais pas, vous qui intervenez. Je pense qu'on manque de matériel pour le moment, tout simplement. Albert de Calbert-Maten. Oui, non, je voulais juste intervenir. C'est aussi un problème d'infrastructure. C'est un petit peu ce qu'on disait avant pour les voitures électriques. C'est que vous avez là 2 vaccins qui demandent aussi des congélations à moins 80 ou à moins 20 degrés. Il faut donc des équipements spéciaux. On connaît ça. Moins 20, les pharmaciens les ont. Oui, mais c'est quand même pas forcément dans toutes les pharmacies en quantité suffisante. Il y a tout ce réseau à mettre en place. Et ils ont commencé par Pfizer. C'est Moderna qui a moins 20. Pour l'instant, c'est Pfizer le seul qu'on a. Il est moins 80. Donc ça, c'est vraiment de l'équipement très spécial qu'il faut avoir. Les pharmacies l'ont pas, donc ça doit se faire en hôpital. Là, on voit que la courbe elle est en train de monter. Je regardais il y a 4 jours, effectivement, il y avait peut-être 5000 vaccins par jour. Là, on est à 25 000. Ça va, je pense que ça va aller de façon exponentielle. L'Angleterre a maintenant 1 million, mais ils ont commencé beaucoup plus tôt. De nouveau, je prends la comparaison avec la Suisse. La France se porte mieux que la Suisse, qui n'a même pas encore commencé. On parle de 2 centaines de patients à peine. Et il y a aussi une mise en œuvre qui n'est pas simple, parce qu'il faut quand même demander aux patients de signer un consentement. Il y a différentes choses à faire. On est de nouveau dans un état de droit démocratique, et donc il y a des petites barrières. Mais je pense que je suis assez confiant que dans les 2-3 prochains mois, je pense qu'on peut reprendre ces points différemment. Jean-Claude Durousseau. Ils sont importants. Il y a la logistique et il y a le juridique. Okay, alors la logistique. Aux États-Unis, par exemple, ils ont fait du public-privé. Ils ont séparé les États-Unis en 2. Ils ont dit la côte ouest, enfin l'ouest des États-Unis, c'est FedEx, l'est, c'est UPS, c'est des gens qui savent faire de la logistique, et ça a été beaucoup plus efficace. On a 5-6 millions de personnes vaccinées aux États-Unis, même si là-bas, en plus, ils se plaignent et ils disent que ça ne va pas assez vite, mais ils sont à 5-6 millions. Imaginez qu'on ait 5-6 millions de Français vaccinés, on serait ravis. Donc je pense que déjà, au niveau de la logistique, on n'a pas regardé pour travailler avec les gens qui savent faire de la logistique. Et encore une fois, on est assez hospitalo-centré et tout part de l'administration. Deuxième chose, c'est le juridique. Alors, il y a eu un traumatisme en France, c'est l'affaire du sang contaminé, et puis après, l'affaire de l'amiante. Aujourd'hui, le politique, il a peur d'être incriminé, il a peur qu'on engage sa responsabilité, et donc on est dans une sorte de judiciarisation, ou moins de processus juridique, où on met ceinture et bretelles, et on demande des consentements, alors que on peut se poser la question, pourquoi on demande un consentement sur ce vaccin particulier alors qu'on ne le demande pas sur d'autres, ou au moins que c'est un consentement oral. Donc là on voit bien qu'il y a quand même une gêne, et qu'on se dit, bon, on ouvre le parapluie parce qu'on ne sait pas ce qu'on va nous reprocher plus tard. Donc ce côté principe de précaution, juridique, traumatisme des affaires anciennes nous ralentit. Alors je ne sais pas si c'est un bien ou pas, mais en tout cas la constatation c'est que ça nous ralentit. C'est ce que vous pensez. Merci Jean-Claude Durousseau pour tous ces écéclairages. Albert de Calbert-Maten. Mathieu, pardon. Mathieu de Calbert-Maten. Je rappelle que vous êtes suisse et que c'est pour ça que vous détaillez aussi bien ce qui se passe en Suisse. Absolument, oui. Donc, je suis suisse. J'ai pris la présidence de Cell-Protera, qui est basée par contre à Mulhouse, une start-up qui a été fondée par le professeur Philippe Hénon et Jean-Claude Vielch il y a 10 ans environ, et donc qui travaille sur la thérapie cellulaire. Donc c'est aussi de la biotechnologie.
ne travaille pas sur les ARN messagers, mais surtout sur les cellules souches. On n'essaye pas de traiter une pathologie ou de faire un vaccin, mais de régénérer des tissus lésés. Donc différents tissus lésés, puisque une cellule souche par définition, elle n'est pas encore différenciée, elle n'a pas encore un phénotype qui dit voilà, je suis un bout d'œil, un bout de nez ou un bout de cartilage. Et elle peut donc, fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve, décider de se différencier, ce qu'on appelle, dans une voie, par exemple, justement, dans la voie cardiaque ou dans la voie, par exemple, rénale, ou etc. Donc on a un énorme champ de possibles de traitement, de régénération de différents tissus. Aujourd'hui, on est très avancé dans le domaine cardiaque. On se concentre sur des patients qui ont eu un infarctus, et en particulier un infarctus assez sévère, avec une lésion du muscle cardiaque importante, ce qui fait que le cœur, hein, qui est une sorte de pompe, ne pompe plus très bien. Et le risque de ce genre de patients, c'est qu'ils vont développer petit à petit une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur il va se détendre, il va changer de forme, ce qu'on appelle le remodeling, et il va devenir de plus en plus inopérant, ce qui va provoquer plusieurs réhospitalisations. Il va falloir faire des opérations, mettre des appareils, des devices, et puis finalement espérer une greffe du cœur qui, comme vous le savez, n'est pas très fréquente. Hein. On a quelques centaines de greffes cardiaques par année, alors qu'on a besoin de milliers de gens qui sont en attente de greffe. Donc il y a un vrai besoin. Et donc on traite ces patients tout de suite après leur infarctus. On a développé toute une technologie qui est propriétaire pour pouvoir à la base prendre une petite prise de sang minime et ensuite travailler avec nos appareils, nos équipements et notre technologie propriétaire, en sortir un produit fini, un biomédicament si vous voulez, qui est à base de cellules souches concentrées et purifiées. Et c'est ces cellules souches qu'on va injecter directement dans le cœur, très proche de l'événement de l'infarctus. Voilà, donc on est en essai clinique actuellement. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous êtes installé donc à Singapour et au Royaume-Uni? Est-ce que c'est pour faire tous ces essais cliniques qui sont en cours? D'ailleurs, vous recherchez des patients. Enfin, on ne peut pas faire un appel aux auditeurs parce que ce sont les médecins, évidemment, qui sont référents des patients, j'imagine. Pourquoi vous êtes-vous installé au Royaume-Uni donc et à Singapour? Là, tout d'abord parce que... En plus de la France, hein, il faut le dire. Oui, donc, parce que tout simplement, pour que les essais cliniques soient le plus fort en termes de validation possible, il faut avoir de multiples sites, plusieurs hôpitaux, si possible différentes géographies. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler en Europe sur deux pays avec multicentres. Hein. En France, on travaille avec 7 centres hospitaliers universitaires. En Angleterre, on en a 4. À Singapour, on en a 3. Et donc, ça vous donne une meilleure répartition de la population. Parce que si vous faites un essai clinique sur un seul centre, il y a plusieurs biais qui se mettent en jeu. Il y a le biais d'avoir un seul opérateur, un seul médecin, d'avoir peut-être un seul type de population. Donc là, on fait ce choix de travailler sur plusieurs pays. Alors, on va repartir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le concept de la cellule souche, hein, qui est très intéressant puisque chez vous, c'est une technologie, vous l'avez dit, propriétaire, c'est-à-dire qui vous appartient. Ce sont les cellules du patient, hein, ce n'est pas des cellules prises à droite, à gauche ou sur des fœtus, comme disaient certains fut un temps. Vous, c'est à partir de chaque patient. Donc, il y a un délai de combien de temps pour développer, j'allais dire, le médicament souche que vous réinjectez chez les patients en test en ce moment? Donc en fait, d'abord pour préciser, c'est que chaque adulte, depuis l'enfance jusqu'à la mort, tout le monde a des cellules souches dans son corps. Elles sont logées à différents endroits, par exemple dans la moelle osseuse. Et l'idée, le concept qu'on a, c'est justement de ne pas aller chercher des cellules souches très, disons, riches qui seraient dans le fœtus, et donc de travailler sur les embryons, ce qui est éthiquement pas défendable. Il y a quelques pays qui, par contre, l'autorisent. Nous, on va prendre des cellules du patient, d'un adulte, et on va devoir un peu travailler cette matière pour en faire quelque chose de plus puissant. Parce que
Comme ça, à l'état normal, les cellules souches ne peuvent pas régénérer du muscle cardiaque, elles ne peuvent pas régénérer du cartilage, elles peuvent éventuellement un petit peu régénérer du foie, mais elles ne sont pas assez punchy, si vous voulez. Donc on va travailler, nous, dans nos labos, avec nos équipements pour en faire quelque chose de plus efficace. Alors, c'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire, hein, c'est bien Ouais. ça. Finalement, vous l'adaptez pour le cœur. Est-ce que vous envisagez d'autres applications que le cœur? Oui, alors on est en train de travailler sur, par exemple, le cartilage. Donc, pour l'instant, on est en niveau préclinique, hein, donc c'est chez des tests en laboratoire ou chez le petit animal, pour justement traiter des patients qui souffrent d'arthrose du genou. C'est une maladie très fréquente, hein, et de plus en plus fréquente d'ailleurs pour des patients de plus en plus jeunes, et qui serait donc une thérapie de substitution à par exemple une prothèse, ou en tout cas pour permettre à des gens plus jeunes de repousser l'événement de mise en place d'une prothèse qui ne donne pas toujours satisfaction, qui peut provoquer des douleurs encore dans le temps. Et ce sera une des indications. On a aussi des projets de travail sur le foie. On a aussi un projet de traitement de patients atteints de la Covid-19. C'est une discussion plus stratégique, étant donné qu'avec l'arrivée des vaccins, peut-être que la pathologie finalement soit disparaît, soit change. On a vu des laboratoires américains ou d'autres laboratoires qui travaillaient justement sur des thérapeutiques pour traiter les patients atteints du Covid, qui finalement mettent un point d'arrêt, d'abord parce qu'ils n'ont plus de patients, ou ces patients ont disparu. Les patients très sévères atteints de la Covid-19 finalement ont disparu après la première vague, et donc redéfinissent un petit peu leur plan d'action. Il y a aussi, comme disait tout à l'heure mon collègue, des 140 vaccins en développement. 140 laboratoires qui recherchent un vaccin. Et deux seuls pour l'instant qui sont vraiment opérationnels. Donc, et que vont faire les 138 autres laboratoires de ces vaccins? On peut se poser la question, mais bon, il y a quand même des milliards de gens à vacciner malgré tout. Donc il y a peut-être quand même... je crois que déjà les commandes pour l'Europe sont déjà faites avec ces 2 ou 3 laboratoires. Donc, oui, il y aura peut-être d'autres vaccins avec des conditions justement de stockage moins strictes, problème de température, tout ça. Et puis bon, on parle des vaccins ARN messagers, mais il y a aussi les vaccins de Pasteur qui devraient arriver. Qui vont arriver. Qui, eux, ne sont pas des ARN messagers, c'est encore... C'est le vaccin classique, c'est classique, c'est la base classique. Moi, je voudrais dire Jean-Claude Durousseau. Une chose pour compléter ce qui a été dit. Ce qui est important avec les cellules souches, c'est de comprendre qu'on rentre dans l'ère de l'homme réparé. Hein, on commence à réparer les organes, et pas les réparer avec des prothèses. Hein. Pour le cœur, par exemple, il y a des mini pacemakers intelligents, connectés, des choses comme ça. Il y avait le projet Carmat en France. Là, on les répare véritablement avec notre matériel. Donc, ça, c'est formidable. Quelque chose d'exaltant, c'est une grande piste de recherche. Mais par contre, quand vous posiez la question à Mathieu de savoir pourquoi il était installé dans différentes zones géographiques, alors il y a des raisons scientifiques, hein, que vous avez évoquées, qui sont testés sur différents types de populations, dans différents centres hospitaliers, pour pas qu'il y ait de biais dans la recherche, ça c'est très important. Mais il y a aussi autre chose, et il va bien falloir, à mon avis, essayer de simplifier le système pour qu'on soit tous plus efficaces. C'est que vous avez entendu dans les actualités, on parle souvent de la FDA, donc c'est la Food and Drug Administration aux États-Unis, et puis en France, on a l'agence européenne, et les Chinois, ils ont encore autre chose, et les Russes. Et donc, pour les gens comme Mathieu qui développent des choses, c'est d'abord extraordinairement chronophage de monter des dossiers pour ces différentes agences. Ça coûte énormément d'argent, donc c'est un frein à la recherche, c'est discriminant pour beaucoup de sociétés. Et c'est un frein à l'efficacité. On l'a vu avec la Covid tout à l'heure, quand je donnais les différentes raisons. Quand tout ce monde-là travaille un peu plus de concert, ça va beaucoup plus vite. Donc je pense que dans le futur, il serait quand même intelligent de penser à une organisation de validation
même si elle n'est pas totalement mondiale, mais quand même un peu plus élargie. Quand on voit que par exemple le vaccin Moderna aujourd'hui est autorisé aux États-Unis et autorisé en Angleterre, et on dit ah oui, mais là on attend encore la validation de l'agence européenne. Bon, elle est arrivée, hein, je vous rassure. Oui, elle est arrivée hier, hein, c'est ça. Mais c'est pour un autre qu'on attend. Bref, on se dit, chacun il va de son petit coup de tampon et tout ça, ça prend du temps. Et est-ce que ça a une raison d'être encore aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? On va poser la question à Mathieu de Calbert-Maten, justement. Je voulais savoir, Mathieu, si c'était vraiment le parcours du combattant. Parce qu'on voit très bien que votre société, elle existe depuis 2008, mais que finalement, elle a pris d'ampleur depuis 3 ans, je vais dire. Expliquez-nous un petit peu le schéma de création d'une thérapie du futur. Vous, en particulier, c'est sur nos propres cellules souches, donc une thérapie cellulaire unique finalement. Ben oui, c'est véritablement un parcours du combattant. En fait, d'ailleurs, je pense que beaucoup de fondateurs de sociétés, s'ils le savaient, se lanceraient jamais dans l'aventure, parce que les toutes premières étapes qui sont de trouver une idée, de la tester en laboratoire, de faire quelques petites opérations sur éventuellement des petits animaux, c'est très rapide. C'est assez facile et c'est pas cher. Donc ça donne une impression, voilà, ça y est, on va aller très vite. Donc ça, par exemple, pour vous, pour Cell Protera, ça a commencé en 2008, et cette phase-là a duré jusqu'à quand? Disons en 2009, on va dire qu'on a vraiment commencé à voir, mais en 2 ans, vous avez des résultats assez rapidement. Après, ça serait effectivement, si on avait aussi plus de moyens, vous commencez avec... Il y a toute une histoire de moyens aussi, quand... On disait tout à l'heure que les sociétés pharma ont pris des risques pour lancer leur production en même temps que les essais cliniques, ce qui n'est pas évident, puisque si vous n'avez pas de résultats d'essais cliniques et vous avez commencé à faire ce qu'on appelle un scale-up de votre production pour produire des millions de doses par jour, il y a des coûts faramineux qui sont injectés sans savoir si vos résultats cliniques vont marcher. Donc le risque a été pris, mais aussi pourquoi il a été pris? Parce que les gouvernements derrière les ont financés. Ils ont donné 1 milliard à Moderna, sauf erreur, et il y a Pfizer qui a donné 2 milliards à BioNTech pour lancer. Alors Pfizer a pris beaucoup plus de risques d'ailleurs que Moderna, mais quand vous avez 1 milliard en backup du gouvernement pour vous aider à lancer le projet, ça vous rassure pour prendre des risques quand même. Donc pour vous, pour nous, c'est pas du tout le cas, parce que nous, on a fait des fonds d'amorçage au départ qui nous donnent quelques centaines de milliers d'euros. On essaye de prouver quelque chose sur la base d'un budget. On obtient des premiers jalons, on démontre quelque chose, et à ce moment-là, il faut aller chercher le financement suivant qui prend du temps, parce que vous êtes peu de gens, donc peu de gens qui doivent à la fois faire de la recherche, équipe, vous voulez dire? Petite équipe, voilà, et en même temps aller chercher de l'argent, c'est très chronophage, parce que vous avez des tas d'investisseurs de toutes sortes, il faut les présenter les dossiers. Donc tout ça, c'est... Voilà, si vous avez des moyens plus importants, ce que les Américains sont plus aptes à faire, ils arrivent à avoir du capital risque beaucoup plus facilement, avec des moyens tout de suite, on leur met tout de suite 2 ou 5 millions sur la table, ils avancent plus vite, c'est logique. Après, il y a l'étape majeure, c'est de passer de des essais précliniques chez l'animal, en laboratoire, et l'essai clinique. Et là, quand vous allez chez l'homme, là tout d'un coup vous êtes dans une autre dimension en termes d'exigences réglementaires et de budget. Tout devient extrêmement cher, extrêmement contrôlé, extrêmement réglementé. Et pour ajouter une couche, très différent d'un pays à l'autre. Donc si vous voulez faire... Alors nous on avait commencé avec un système qui s'appelle la VHP, c'était un système harmonisé, une procédure harmonisée en Europe. Sur le papier qui était très bien, ça veut dire vous déposez un dossier à cette VHP et elle va traiter votre dossier d'autorisation d'essai clinique et ensuite vous pouvez aller dans n'importe quel État membre européen avec cette autorisation. Mais ça prend combien de temps déjà, rien que cette étape-là? Cette étape-là, théoriquement, ils ont un temps limite pour vous répondre. Alors, ils répondent en 1 ou 2 mois. Ensuite de ça, ils vous posent des questions. Ça remet le compteur à 0. Vous repartez pour 2 mois, etc. Mais en vérité, ensuite, ça repassait dans les agences nationales qui reprenaient justement du temps, et la France et l'Angleterre. Et qui vous reposent des questions. Et qui reposent des questions. Les questions des uns ne sont pas les mêmes questions des autres, ce qui est justifié. Mais ce qui fait que votre processus réglementaire est très long. Et si vous vouliez aller en FDA, vous pouvez recommencer tout à 0. Apparemment, il y aurait des accords maintenant entre l'agence européenne et l'agence américaine pour justement
présenter des dossiers communs. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment... C'est bien joli sur le papier, mais je ne pense pas que ça soit vraiment encore très efficace. Donc, et puis il y a aussi, vous êtes une petite start-up, vous faites des opérations au laboratoire, vous n'avez pas besoin d'avoir toute la documentation, toute la réglementation qui va avec. Aujourd'hui, nous, on a une équipe on a disons 25% de notre effectif qui travaille que sur du réglementaire. Donc c'est des coûts importants quand même. Des coûts administratifs, en fait. C'est indispensable. Si vous n'avez pas ces gens-là, vous pouvez recevoir la visite d'une autorité qui vous arrête sur le champ. Donc, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Et cette augmentation de la réglementation, elle évolue depuis des années parce qu'il y a eu des cas de sang contaminé, parce qu'il y a eu des essais cliniques biotrials qui n'ont pas bien marché. Les autorités réglementaires sont obligées de montrer à la population qu'ils font encore plus de protection des patients. Donc ils mettent effectivement des garde-fous encore plus importants. Si vous discutez avec Philippe Hénon, qui est le fondateur de la société, quand lui il a commencé à faire de la recherche, il y a 30 ou 40 ans, ça n'a rien à voir. Ça allait beaucoup plus vite. C'était des temps de développement de quelques mois, années, alors que maintenant, on est pour une biotech qui veut développer quelque chose de nouveau, on parle de 10 ans minimum. Alors le cas du Covid, une année pour développer un vaccin, c'est extraordinaire, c'est un rêve pour tous. Pour tout labo biotech, c'est un rêve de pouvoir amener quelque chose sur le marché. Mais ils ont eu la possibilité de recruter des phases 2, phase 3 avec 30 000 patients en quelques mois parce qu'il y avait une demande énorme. Une volonté gouvernementale. Il y avait une volonté gouvernementale énorme. C'est un rêve, mais ce que ça doit nous dire, c'est un rêve, mais c'est un modèle aussi. Ça doit nous dire que quand on a besoin, quand on veut, c'est possible, d'aller plus vite. Et on a besoin, je pense, les sociétés, si on ne veut pas faire mourir notre recherche ou au moins la pénaliser par rapport aux Chinois dont on parlait tout à l'heure, si on ne veut pas la faire mourir ou la pénaliser, on a besoin de plus de fluidité. Et ne serait-ce que s'il y avait une harmonisation réelle européenne et encore plus européenne-américaine, je pense que ce serait très utile pour vous, ce serait des frais en moins, de la rapidité en plus. Il ne faut pas oublier que la rapidité, c'est important aujourd'hui. Regardez, on parle du vaccin Pfizer et tout le monde aura en tête Pfizer. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier. Hein, c'est ça, Moderna, on en parle aussi, mais c'était le second. Aujourd'hui, être premier sur un marché, c'est très très important. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir faire sans compromettre la sécurité des gens, il ne s'agit pas de compromettre la sécurité des gens, mais tout ce qu'on va pouvoir faire pour fluidifier le parcours, l'alléger en termes de temps, l'alléger en termes d'argent investi, ce sera à l'avantage de nos chercheurs et de nos industries. Alors justement, Mathieu de Calbert-Maten, vous présidez donc celle Protera, qui est spécialisée dans une thérapie cellulaire unique et propriétaire. Avec les cellules souches de chaque patient, vous avez choisi de soigner donc les problèmes cardiaques, l'infarctus, et puis dans un deuxième temps, vous nous avez dit de l'arthrose. Vous venez de lever à peu près 7 millions d'euros. Qui vous a fait confiance? Combien de temps ce parcours pour trouver cet argent? Et qu'allez-vous faire avec cet investissement finalement? Alors c'était une période particulièrement difficile puisqu'on on a levé cet argent pendant l'année 2020, justement pendant cette pandémie, où les gens étaient très incertains. Est-ce que c'est le bon moment pour injecter de l'argent dans une société à risque, puisqu'on reste malgré tout une société risquée, on n'a encore pas de produits sur le marché. Et donc on a été voir d'abord nos actionnaires qui nous ont déjà accompagnés depuis le départ. On a essayé d'aller effectivement amener de nouveaux actionnaires. C'est plutôt des actionnaires privés, des family office si vous voulez, qui nous ont fait confiance et qui nous ont aussi fait confiance parce qu'on avait une garantie de l'État de l'autre côté, parce que l'État, il faut reconnaître, a été très réactif dans leurs outils de financement non dilutif qu'ils ont mis en place dès le début de l'année. Donc là, c'est via la BPI, j'imagine? Exactement, la BPI, différents programmes, soit des prêts à l'innovation, des subventions à l'innovation qu'on a obtenues, parce qu'on est quand même un projet extrêmement innovant avec un énorme potentiel, et aussi évidemment le PGE qui nous a été accordé
Donc d'avoir d'un côté cette sécurité du gouvernement permettait aussi aux investisseurs privés de comprendre qu'on aurait une enveloppe suffisante pour aller au bout de notre projet. Alors votre projet justement, parce que c'est quand même extraordinaire, il faut le dire et le redire, pour le soigner, c'est une nouvelle méthode de soin finalement que de travailler avec nos propres cellules souches à chacun, je précise. Combien de temps? Là, vous êtes en essai clinique. Ça veut dire que ces essais, donc au Royaume-Uni, en France et à Singapour, ça va prendre combien de temps? Et dans combien de temps vous pensez pouvoir vraiment soigner à grande échelle? Alors, donc là, on a notre essai clinique qui redémarre très très bien en début d'année ici en France, avec des patients là qui sont recrutés régulièrement. On espère pouvoir terminer tout ce recrutement en fin d'année. Et puis, on analysera les données dans la première moitié de l'année 2022. Ensuite de ça, en fonction du programme habituel de phase 2, phase 3, il faut faire une phase 3, donc de plus grande ampleur, sur d'autres géographies. Ça peut prendre encore facilement 2 ans, voire plus. Il y a par contre des ouvertures possibles dans la réglementation, justement, qui, pour les thérapies innovantes, cellulaires ou géniques, qui amènent vraiment quelque chose de nouveau, qui n'existe pas, qui traite une pathologie qui est en mal de traitement, donne des sortes de fast track, c'est-à-dire des démarches rapides. Alors par exemple, Singapour, où nous sommes, nous ont donné des garanties que si nous faisions donc cette phase de clinique avec succès en Europe et chez eux, on pourrait ensuite directement traiter les patients de façon, disons, comme une autorisation de mise sur le marché temporaire. Ensuite, vous avez un temps de latence de plusieurs années. Vous allez prouver que les patients que vous traitez dans la vie réelle vont bien, et à ce moment-là, vous obtenez une autorisation officielle. Et par exemple, pour ce point-là, le Japon est très précurseur, parce que le Japon, qui était une des autorités réglementaires les pires en termes de sévérité, de santé en tout cas, de santé, a changé complètement son fusil d'épaule depuis 3-4 ans, en sortant une nouvelle loi justement pour ces thérapies innovantes, thérapies cellulaires, peut-être aussi pour favoriser leur industrie, puisque le prix Nobel japonais qui a développé toute la technologie des cellules induites dont on parlait tout à l'heure. Et donc, eux, ce qu'ils ont lancé comme système, c'est de dire, vous faites une petite étude de sécurité sur des patients japonais. Et donc, on parle de 10 à 20 patients au maximum, ce qui est vraiment ridicule par rapport à, on parlait de 30 000 personnes pour le vaccin. Et vous nous démontrez une tendance à l'efficacité. Si cette tendance à l'efficacité, ça veut dire on n'a pas de statistiques très solides comme le voudraient les canons statistiques, mais vous nous montrez cette sécurité surtout et une bonne tendance à l'efficacité, vous rentrez directement sur le marché. Et ce qui fait que, au lieu d'avoir des sociétés japonaises qui sont rachetées par des Américains, parce qu'au moment où il faut passer en phase 3, où il faut faire des essais cliniques de grande ampleur, il vous faut des centaines de millions d'euros. Et donc, les Japonais ne sont pas des énormes capital risqueurs, hein, ça il faut le savoir. Vous faites une phase 3, en somme, en grandeur réelle, en grandeur nature, payée par le patient en fait, ou les assurances. Et comme ça, vous gardez les compétences au Japon. Est-ce que ça serait quelque chose de faisable en Europe? Ça serait fantastique de pouvoir aller dans cette direction. Finalement, vous allez travailler sur ce sujet-là également, et puis peut-être entrer sur de nouveaux marchés? Alors nous allons certainement déjà étudier la possibilité d'aller faire quelque chose au Japon, en exploitant cette opportunité, et on va essayer de voir quelle est l'évolution de la philosophie des autorités réglementaires qui sont en train de se poser des questions parce qu'elles voient qu'elles se font un petit peu doubler. La FDA a sorti en Amérique un nouveau système justement pour la médecine régénératrice qui nous concerne, tout un programme spécial. L'Europe pour l'instant avait un système, ce qu'ils appelaient Prime, mais c'est pas encore aussi, disons, avant-gardiste, je dirais, que le Japon. Et on va essayer de travailler avec nos organismes, France Biotech et d'autres associations pour essayer de pousser dans cette direction, d'élargir encore
les facilités pour nous. Et vous ne parlez pas du tout, vous avez parlé donc de l'Asie, vous avez parlé des États-Unis, vous n'avez pas parlé de la Russie, des pays de l'Est. Comment ça se passe là-bas, les réglementations en santé? On a fait des approches exploratoires, je veux dire, en Russie, mais ils ont encore, disons, ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire. Il faut une infrastructure spéciale pour produire nos produits. Il n'y a même pas encore un seul centre qui soit capable en Russie de produire. Vous savez, en France, les tout premiers à avoir été homologués pour pouvoir faire des produits de thérapie cellulaire, c'est l'EFS. Établissement français du sang. Voilà, exactement. Et c'était en 2000, peut-être 14 ou 15, et c'est avec eux qu'on a commencé à travailler. Donc c'est assez récent en somme. Et la Russie est un peu en arrière là-dessus. Donc les pays de l'Est probablement sont dans la même situation. Alors revenons à votre sujet. Si vous voulez bien, Mathieu de Calbert-Maten, je rappelle que vous présidez Cell Protera. Vous développez donc cette thérapie cellulaire à base de cellules souches pour traiter pour la réparation tissulaire du myocarde. Pour ça, il vous faut des appareils, j'imagine, il faut investir en matériel, il faut des automates pour multiplier les cellules souches. Comment ça se passe, techniquement? Alors, techniquement, sans rentrer trop dans le détail, on a effectivement, si vous voulez, un automate et des kits de consommables. Vous pouvez, pour simplifier la visibilité, ce serait une machine Nespresso avec les capsules. Et donc, chaque patient recevra un café à la base de la capsule qui est en fait sa propre don de sang, si vous voulez. Donc, nous, on a travaillé avec des équipementiers, des partenaires industriels français d'ailleurs, selon un projet de collaboration d'ailleurs financé en partie par l'État, pour mettre en place cet automate, cet équipement qui permet de faire finalement de la production stable, reproductible, parce que la grande difficulté, si vous voulez, dans notre domaine, autant quand vous synthétisez une molécule chimique, il y a un processus assez disons défini et scientifique. Vous avez une matière première de base qui est bien définie, et vous avez une matière première un produit fini en sortie qui est très bien défini. Dans notre cas, on va prendre vos cellules de sang, et donc vos cellules sont différentes de celles de n'importe qui ici. De mon voisin. De mon voisin, par exemple. Ce qui fait que oui, chaque être humain est unique. La production, le produit final va probablement différer en partie. Et donc, il va falloir essayer de stabiliser au maximum ce processus. Et c'est pour ça qu'on a développé à la fois des consommables, c'est des matériaux, c'est des biomatériaux, comment on appelle ça, des réactifs biologiques qu'on utilise, qui font vivre, qui font pas se différencier, mais qui sélectionnent les cellules, qui les font se multiplier dans un automate. Et dans un automate qui a été conçu, qui est propriétaire, qui est maintenant dans sa deuxième génération. Et après 9 jours, une fois que vous avez attendu 9 jours dans cet automate, vous obtenez un produit fini qui est ce concentré de cellules souches. Ensuite de ça, il est envoyé au centre hospitalier, qui est donc averti une journée à l'avance, parce qu'on travaille sur du produit frais, ce qui fait que la logistique est un petit peu compliquée. Il faut être très bien synchronisé. Transporteur, ça se transporte avec une température dirigée entre 4 et 10 degrés. Et ensuite de ça, l'opérateur, qui est un cardiologue interventionnel, reçoit des seringues qu'il va injecter dans un microcathéter ou dans un cathéter, si vous voulez, qui va rentrer dans votre aorte et dans votre ventricule gauche et aller injecter directement dans le cœur. Donc c'est toute une chaîne finalement du vivant oui. En temps réel. Il faut donc que le patient soit prêt à être opéré au moment où le cardiologue reçoit, au bout des 10 jours, si j'ai bien compris. C'est formidable, ça, 10 jours, c'est très rapide finalement. Oui, c'est assez rapide, oui. Donc au bout de 10 jours, on peut commencer à soigner, et puis après c'est le corps qui fait son effet tout seul, c'est ça? Exactement. Donc le patient, en général, dans le mois qui suit l'infarctus, il aura été traité, et ensuite il est évidemment suivi sur plusieurs mois, 6 mois, avec différentes analyses pour voir si effectivement le cœur s'est régénéré, s'il a de nouveau capacité de capter
du glucose, et donc ce qui montre qu'il est de nouveau viable. Alors justement, cette levée de fonds, c'est pour pouvoir financer ce temps, tout ce temps de développement et ces années dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous nous avez dit que contrairement à il y a quelques années, maintenant il faut 10 ans pour développer des produits, tellement les lourdeurs administratives sont importantes. Oui, donc plus on avance dans ce développement clinique, plus les montants nécessaires pour boucler, si vous voulez, un essai augmentent. Vous pouvez prendre peut-être en gros, on va dire, un patient recruté coûte dans les 100 000 euros. Donc si vous avez une étude de phase 2 de 50 patients, vous en avez pour 5 millions. Si on vous demande en phase 3 de faire 1000 patients, là vous avez tout de suite des montants astronomiques. Donc c'est là où il y a un risque en termes d'investissement et de capital risque pour une société française, c'est d'arriver à avoir le soutien de fonds d'investissement pour cette phase-là. Et souvent, il y a deux possibilités. Soit vous êtes obligé ensuite d'aller peut-être sur le marché et de faire une IPO, ou alors vous devez aller chercher des fonds ailleurs. Il y a malheureusement beaucoup de sociétés qui émigrent dans d'autres pays, ou par exemple aux États-Unis, pour ne pas citer, où les montants qu'on peut lever sont beaucoup plus importants. C'est aussi un très gros marché. C'est peut-être le plus gros marché au monde, ça reste le plus gros marché au monde. Donc vous avez une conjonction de choses. Voilà, il y a aussi d'autres aspects positifs malgré tout. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous pour dynamiser la recherche en France et réduire cette lourdeur administrative française? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc il y a tout un investissement, je pense, à faire déjà au niveau des équipes de recherche dans les hôpitaux français. Parce que malheureusement, souvent, c'est un problème de budget. Donc les équipes souhaiteraient faire de la recherche, mais ils sont en trop petit nombre. Nous, on a des essais cliniques qui demandent d'avoir des équipes spécialement dédiées, parce que c'est des projets assez complexes. Il faut suivre le patient de façon beaucoup plus régulière et faire beaucoup plus d'analyses que si vous aviez un patient lambda. Donc, mettre un budget à disposition des hôpitaux. À l'époque, les équipes de recherche pouvaient avoir des subventions, des financements, mettre en place des associations de recherche. Aujourd'hui, pour des raisons éthiques, on a un petit peu tout supprimé. Et malheureusement, ça coupe un petit peu l'élan de la recherche dans les instituts de recherche, en tout cas. Après, pour je veux dire, l'ANSM, qui est l'organisme qui homologue les essais cliniques, c'est votre organisme de contrôle, en fait. Un organisme de contrôle qui fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, justement, par exemple, en ouvrant un guichet qui permet de demander des conseils scientifiques et qui serait censé, donc, justement, désengorger les procédures. Et il s'engage aussi à tenir des délais. Nous, on a donc vu une amélioration importante là-dessus. Ensuite, il y a les CPP, donc c'est les comités d'éthique français, qui ont souvent été aussi parfois décriés parce qu'il y avait une lenteur dans la réponse. Il y a tout un travail qui est fait aussi avec d'ailleurs les associations biotech pour essayer de trouver des moyens d'identifier quels seraient les CPP les plus aptes à analyser finalement un dossier, parce que c'est des dossiers qui deviennent très techniques, très pointus, et vous n'avez pas forcément les bonnes personnes autour de la table dans ces comités de protection de personnes. Alors vous nous avez dit que hormis donc les cellules du cœur, votre ouverture de marché finalement c'était le cartilage, notamment pour le genou, mais vous m'aviez dit aussi que votre objectif, ce sera après sur le foie. Qu'est-ce que vous envisagez de faire autour du foie? Le foie, effectivement, il faut voir que nos cellules souches, elles sont multipotentes, donc elles ont la capacité de se différencier. Il y a des études de la littérature qui démontrent dans quel type de voie de différenciation elles peuvent aller, et en particulier dans les cellules hépatocytes, donc du foie. Et la question, c'est quel type de profil patient on va essayer de traiter avec nos cellules. On a une collaboration avec l'Université de Strasbourg et un médecin de Strasbourg qui souhaiterait effectivement traiter des patients atteints de cirrhose
Donc c'est disons, déjà une pathologie sévère du foie et d'optimiser la survie de ces patients en injectant des cellules souches qui vont régénérer ou en tout cas ralentir la dégradation de l'organe du foie. Et donc c'est pour ça que vous avez levé, entre autres, les 7 millions d'euros cette année. C'est pour ces 3 pathologies, donc le cœur, le foie et le cartilage. Oui, donc c'est effectivement pour l'ensemble de notre stratégie, mais une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, les essais préliminaires sur les autres indications, comme sont le cartilage ou le foie, qui sont moins avancés, sont finalement une infime partie du coût. Le vrai coût, il est sur notre essai clinique multicentrique sur cardiaque. C'est là que effectivement on dépense le plus d'argent. Et, oui, pour avoir après une production à grande échelle. On a vu, je crois que ça serait intéressant de voir quels ont été les coûts dépensés par Moderna ou Pfizer pour développer leur vaccin. On parle de plusieurs milliards. Donc nous, on a 7 millions d'euros levés. Il vous en faudrait beaucoup plus, c'est ça que vous voulez dire, encore un peu pour plus. aller plus vite. Exactement. Et si on pouvait avoir un plus grand horizon de visibilité en termes de financement, on pourrait être beaucoup plus ambitieux aussi dans ce qu'on cherche à faire. Et du coup, vous allez aller rechercher d'autres fonds dans le futur, hormis ceux qui vous ont, en plus de ceux qui vous ont fait confiance, peut-être en Asie, pourquoi pas? On est en constante recherche de fonds. C'est une des caractéristiques des biotech. Elles sont constamment en recherche de fonds. L'Asie, on n'a pas finalement, trop votre mission en tant que président, c'est ça, finalement, votre premier travail, j'allais dire, c'est la recherche de fonds en tant que président d'entreprise d'une biotech. En fait, la biotech que je préside a que 20 personnes. Donc, les 20 personnes, et c'est un petit peu la philosophie de Cellprotera, c'est d'être le plus transverse et le plus plat, flat possible. Ça veut dire que tout le monde est amené à faire beaucoup de choses. Donc, effectivement, je suis responsable de lever de l'argent, mais je m'accompagne de toute l'équipe pour le faire. Et je suis aussi tout à fait actif pour aller rencontrer des médecins avec qui on travaille pour mettre en place des essais cliniques, comme avec des partenaires industriels pour développer la nouvelle technologie qu'on voudra mettre en place. Donc tout le monde est censé participer à tout et c'est un mode de fonctionnement. C'est l'avantage d'une start-up, on est multitâche finalement, c'est ça que vous dites. Merci Mathieu de Calbert Maten. On va passer la parole à Jean-Claude Durousseau. Alors, plusieurs remarques sur ce qui vient d'être dit. D'abord, c'est un marché gigantesque, parce que là, vous vous focalisez pour l'instant sur le cœur, mais on parle de quoi? On parle de l'homme réparé, on parle de régénérer des organes. Or, avec l'espérance de vie qui augmente de plus en plus, avec les maladies civilisationnelles, diabète, cholestérol, malbouffe, on use notre corps de plus en plus. Okay, et c'est cette usure du corps qui va être réparée par les cellules souches, entre autres, il y aura d'autres, mais par les cellules souches. Donc c'est un marché gigantesque et quasiment sans fin. On a évoqué le cœur, on a évoqué le foie, on peut parler de la DMLA aussi. La DMLA, on en parlait beaucoup moins il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas le temps de développer une DMLA. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui développent une DMLA, qui veut dire donc dégénérescence maculaire liée à l'âge. Dégénérescence, on entend bien le mot. Donc dégénérescence, ça veut dire que si on régénère, là pour le coup, c'est une application pour les cellules souches. Donc c'est un marché extraordinaire et donc il y a un grand avenir pour toutes ces sociétés. Et puis aussi, ce qui est formidable pour nous, les patients, c'est cette méthode de soins non invasive, il faut le dire. Parce qu'au lieu d'avoir une lourde opération, on injecte qu'un petit... Oui. Et c'est ce que j'allais dire. Qu'une petite capsule de sang, finalement. Au début, on parlait, quand on parlait de la Covid, on parlait de la convergence des technologies à un moment. Et Mathieu disait, on va injecter ces cellules souches grâce à de la cardiologie interventionnelle.
La cardiologie interventionnelle, c'est quoi? C'est que au lieu d'ouvrir le thorax comme on l'ouvrait avant, puis d'aller fouiller dans le cœur, maintenant on vous passe de plus en plus pour tout un tas d'interventions, un petit cathéter, un truc, on va vous mettre des stents, on va pas vous ouvrir, on va vous passer ça. Et donc cette radiologie interventionnelle, cette cardiologie interventionnelle, ces systèmes de moins en moins invasifs, ils sont aussi à la rescousse pour aller délivrer des traitements à l'endroit où on en a besoin sans ouvrir les gens. Donc la convergence des technologies va nous amener aussi beaucoup de progrès et rendre possible des choses qui n'auraient peut-être pas été possibles il y a 20 ans ou 30 ans. C'est-à-dire que si votre technologie elle avait été opérationnelle il y a 20 ans ou 30 ans, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas su la délivrer aussi facilement là où on en a besoin. Oui, non, tout à fait. On profite de cette amélioration de la technologie pour pouvoir faire des opérations très très légères. Les patients qui viennent chez nous, ils sont en ambulatoire, donc vous avez une petite anesthésie locale et vous êtes traité dans les 3/4 d'heure, une petite heure ou deux en observation et vous pouvez rentrer à la maison. Donc ça, c'est effectivement fantastique. C'est fantastique. Par contre, en plus, l'avantage que nous, on apporte, c'est qu'on a des cellules souches autologues. Ça veut dire que c'est vraiment les cellules du patient. Donc, quand vous réinjectez des cellules du propre patient, vous n'avez pas de risque de rejet. Et par rapport à d'autres médicaments qui sont basés sur des molécules chimiques, vous n'avez pas de risque si vous voulez, d'effets secondaires. On a moins besoin de médicaments en plus. Vous n'avez plus besoin de médicaments du tout. En fait. Il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, vous vous soignez avec vous-même. Vous vous soignez vous-même. On essaie de simplement faire un boost de ce que le corps n'arrive plus à faire tout seul. Est-ce que c'est facile la collaboration entre ingénieurs et scientifiques? Mathieu de Kelbermatten. Je pense que les ingénieurs sont des scientifiques. Et c'est vraiment pas difficile si vous avez beaucoup de transparence dans la communication. Et donc, ce que je dis toujours, c'est que pour que Cellprothera réussisse, c'est les équipes. C'est pas une personne. On a des gens très compétents, mais s'ils ne travaillent pas ensemble, ils ne collaborent pas, on n'arrivera à rien. Donc, une des philosophies que j'ai mis en place, c'est d'avoir vraiment comme pilier de base l'esprit collaboratif. On a défini tous ensemble, d'ailleurs, collégialement, quels seraient pour nous les axes de collaboration les plus importants. Et on a des actions tout au long de l'année pour renforcer cet esprit collaboratif. C'est la seule façon, surtout pour une petite structure, pour être efficace. Et ça marche très bien. Alors vous êtes installé dans la région de Mulhouse, mais en plus vous êtes suisse, puisque vous habitez du côté de Bâle. Est-ce que c'est une nouvelle bio-vallée, j'allais dire, la région de Mulhouse? Est-ce qu'il y a une collaboration allemande, suisse, française? Il y a une association BioVallée qui effectivement organise des réunions inter-pays et il y a une volonté, je crois, de vouloir développer un cluster, ce qu'on appelle biotech. Bâle, évidemment, a beaucoup de sociétés qui sont des spin-offs des grosses pharma qui sont basées là-bas. À Mulhouse, on essaye de travailler avec des partenaires. On a un partenaire dans un laboratoire biologique également. Strasbourg est assez actif. Et l'Allemagne, du côté de Freiburg im Breisgau aussi. Donc il y a un potentiel. C'est une région qui est très favorable. Il y a une culture qui est finalement pas très éloignée. Moi qui suis à la fois à Bâle et en Alsace. Donc des gens qui sont très directs. Et qui travaillent dur, donc organisés souvent organisés, mais donc tout un potentiel, je dirais, pour la région. Jean-Claude Durousseau, un petit mot de conclusion. Après, nous allons partir nous détendre sur les conseils de Céline Mestre. Un petit mot de conclusion, c'est que on rentre dans l'ère de l'homme réparé. On rentre aussi dans une nouvelle ère de la médecine. Avant, le médecin était vraiment au cœur de la médecine. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est des équipes multidisciplinaires avec des médecins, avec des ingénieurs, avec des data scientists, avec des gens qui sont dans les nanotech, avec aussi des gens qui sont dans la pharmacie, la galénique, tout ça. Voilà, on est dans des équipes aujourd'hui et on ne peut avancer que comme ça. Et on est à l'aube d'un siècle exaltant. Il a tout changé.
Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à tous les deux. Que d'espoir avec cette thérapie à base de cellules souches. Merci en tout cas Mathieu de Calbert-Maten de nous faire espérer, de nous soigner le cœur grâce à nos propres cellules souches. Aujourd'hui c'est vendredi. Le vendredi on se détend sur les conseils de Céline Mestre. Aujourd'hui elle nous parle de la respiration comme anti-stress. Bonjour Florence, bonjour Ah, à on s'étend tous. vachement avec ça. hein. Je vous souhaite évidemment une Franchement, très t'as vu, bonne il n'y a année aucune pause musicale, c'est 2021. c'est impossible. Car cela ne vous aura pas échappé, nous venons d'entamer une nouvelle année et en janvier, si certains sont adeptes du Dry January, le La janvier cohérence sans cardiaque, c'est ça, alcool, hein. eh bien moi je me dis qu'on pourrait transposer le principe au concept du stress, le No Stress January, le janvier sans stress, et les autres mois de l'année aussi d'ailleurs. Des petites habitudes à prendre au quotidien plutôt que des bonnes résolutions finalement intenables. Car c'est bien de vouloir reprendre le sport ou d'entamer un régime début janvier, mais c'est mieux de finir l'année en constatant qu'on a réussi à tenir sur le long terme. La bonne idée, c'est donc d'avancer pas à pas, prendre de nouvelles petites bonnes habitudes au quotidien. Rien de compliqué, rien d'extraordinaire, juste quelques petits changements pour prendre soin de soi tous les jours. Vous pouvez par exemple commencer par respirer. Vous allez me dire, mais je respire tout le temps. Oui, d'accord, vous respirez tout le temps, mais sans jamais y porter attention, et surtout rarement à fond. Chaque jour, fermez les yeux quelques instants et concentrez-vous sur votre respiration. Prenez de grandes inspirations, comme si vous vouliez remplir vos poumons d'air jusqu'en haut. Et puis soufflez en vidant tout, en allongeant l'expiration au maximum, plusieurs fois de suite. Vous pouvez commencer votre journée avec ces respirations amples et profondes. Au moment du réveil, par exemple, vous pouvez effectuer cet exercice en guise de pause plusieurs fois dans la journée, que vous soyez au bureau ou en télétravail. Vous pouvez aussi y penser dans les transports, en attendant chez le médecin ou à la caisse du supermarché. En tout cas, intégrez cela à votre quotidien. La respiration profonde et consciente apporte de nombreux bénéfices physiologiques. Elle harmonise le rythme cardiaque, la tension artérielle, le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress dans le sang. Elle permet aussi de réguler l'humeur, elle apaise la nervosité et s'avère d'une aide précieuse lorsque l'on souffre de troubles du sommeil. Merci beaucoup Céline Mestre pour tous ces bons conseils. Retrouvez-nous donc dès cet après-midi sur YouTube et bien sûr sur Facebook. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et surtout prenez soin de vous, portez vos masques et puis inscrivez-vous dès que ce sera possible pour vous faire vacciner. Très bon week-end, ciao ciao.